Alors, bonjour à tous, nous allons commencer cette séance sur les galaxies à l'époque de réionisation et notamment le milieu intergalactique qui est vraiment celui qui va nous intéresser puisqu'il devient de neutre à ioniser. Alors les différents aspects que nous allons traiter sont en gros en trois morceaux. D'abord, on sait que le milieu intergalactique va être le traceur de cette réionisation et notamment par les raies d'absorption devant les quasars, comme vous en voyez une. Ici, on va le développer. Il y a aussi, on a jusqu'à présent, avec le Hubble Space Telescope, on ne savait pas vraiment quelles étaient les galaxies qui allaient rayoniser l'univers, quels étaient les objets. Et on va voir qu'avec le James Webb, depuis le mois de juillet, on a découvert des tas de galaxies en grand nombre qui pourraient être des candidats pour ioniser. Donc on va développer ce point. Est-ce que les UV qui s'échappent de ces galaxies sont suffisants pour ioniser, en fait, quel est le taux d'échappement? Et puis peut-être y a-t-il des microquasars dans ces galaxies qui pourraient contribuer. Et finalement, il y aura aussi des étoiles très très massives de population 3 qu'on n'a encore jamais vues, mais qui sans doute vont contribuer aussi dans ces galaxies de faible métallicité. Il y aura des étoiles de très grande masse. Alors déjà, pour les quasars, les absorbants devant les quasars, alors on sait que normalement un quasar a un spectre de continu très fort avec une raie de Lyman alpha. Alors la raie Lyman alpha, vous avez un petit peu le rappel des niveaux, c'est le principal niveau de l'atome d'hydrogène. La première raie est celle de Lyman alpha qui est la plus petite en énergie, puis Lyman bêta et ainsi de suite jusqu'à la limite où on ionise l'atome d'hydrogène et avec 13,6 électronvolts d'énergie. On appelle ça le continuum. Donc on a prédit depuis très longtemps qu'il y aurait dans la période de réionisation où tout n'est pas encore ionisé, il y a beaucoup de gaz neutres atomiques pour absorber cette raie de Lyman alpha. Donc la raie de Lyman alpha va être optiquement épaisse et on ne va plus voir le continuum du quasar derrière. Donc on prédit un fossé, un continuum qui tombe à zéro à cause de cette épaisseur optique de tout le rayonnement ici. Alors ici, c'est le bleu du rayonnement. Ici, vous avez la longueur d'onde. Lorsque on est décalé vers le rouge, évidemment, on n'a plus assez d'énergie pour émettre le rayonnement qui pourrait être absorbé. Mais de tout ce côté-là, on s'attend à avoir, et en effet, c'est le cas pour Z égale 5, 8 jusqu'à 6, 28. Vous voyez qu'on est tombé quasiment à zéro, pas tout à fait dans certains cas. Donc ceci est un des traceurs de l'arrivée dans la période de réionisation. C'est aussi confirmé par Planck, comme on va le refaire, puisque le fond cosmologique, lorsque les photons dans le régime neutre ne sont pas diffusés par un milieu ionisé, mais dès qu'on retrouve des électrons, on est diffusé par ce milieu, donc il y a une épaisseur optique de diffusion qui va nous donner aussi des renseignements sur la durée de période de réionisation. Et puis on a aussi cet indicateur de chute du nombre d'émetteurs Lyman alpha. Ces émetteurs Lyman alpha sont des petites galaxies qui n'ont pas un fort continuum comme ici, qui ont juste une raie d'émission. Et on les voit à Z égale 5, peut-être 6, et puis déjà D égale 7, on ne les voit plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont au milieu de milieux neutres d'atomes qui absorbent tout leur rayonnement. Alors l'indice traceur du fond cosmologique qui a été trouvé par Kobe, WMAP et Planck, c'est le suivant. Vous voyez que le nombre d'électrons, alors l'épaisseur optique de cette diffusion Thomson, elle est proportionnelle à la section efficace, là, sigma t, et puis au nombre d'électrons que vous avez sur la ligne de visée. Vous sommez tous ces électrons. Et ce qui est essentiel de voir, c'est que cette densité d'électrons, elle va se diluer comme toute la matière en 1 sur R3 dans l'expansion de l'univers. Et donc, au début, si vraiment l'ionisation commençait par exemple à 18, on aurait énormément d'électrons et on aurait une épaisseur optique de diffusion très grande. Et puis, si ça commençait à 12, on aurait beaucoup moins et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'avec cette épaisseur optique, qu'on a mesurée finalement assez faible, 0,06, ça veut dire qu'on était dans une période de réionisation assez tardive. Et ainsi, la densité des électrons est moins grande sur chaque ligne de visée. Donc on a bien cet effet de fossé de Gunn-Peterson qui avait été prédit depuis 1965
ce qui était vraiment remarquable, et qui a été observé lorsqu'on a eu assez de galaxies dans le Sloan Survey, le SDSS, par George Gursky et al. En 2001. Et il avait dessiné ce cartoon qui représente bien ce qui se passe. Vous avez un quasar donc, qui est dans la période neutre, sombre. Cette nuit noire représente la période sombre. Et puis, peu à peu, les galaxies, donc là c'est en fonction du temps, donc les galaxies vont se réveiller, former des étoiles et rayoniser comme des bulles jaunes autour de vous, donc des bulles ionisées, qui progressivement vont se fusionner et donc le milieu va être complètement ionisé. Mais au début, on a quelque chose de très inhomogène, des bulles un tout petit peu. Et lorsque vous traversez une zone noire complètement hydrogène, tout est absorbé. Donc on a complètement un continuum qui tombe à zéro. Par contre, si vous traversez ces petites zones jaunes, à ce redshift-là, vous pouvez avoir une transparence qui revient. Donc on revoit un petit bout du continuum du quasar qui doit être par là. Et donc on le revoit un tout petit peu, et ainsi de suite. C'est pour ça que lorsque c'est presque transparent, on a comme une forêt, la forêt Lyman alpha qui se retrouve ici. Alors justement, on peut revoir l'évolution en fonction du redshift de ces forêts Lyman alpha. Vous voyez que si on prend un quasar qui est très proche, un des quasars les plus forts, 37273, redshift de 0 à 58, il n'y a pratiquement pas beaucoup d'absorbants. Il n'y a pas énormément de lignes de visée, il est très proche. Et lorsque le redshift est à 3, on n'est même pas dans la période de réionisation. Donc le milieu est très ionisé, mais il y a quand même des tas de nuages qui sont entre le quasar et nous. Et donc à chaque fois, on a une absorption, à chaque fois qu'il y a un nuage. Et c'est ça qu'on appelle la forêt, qui est très puissante. Mais il n'y a pas quand même un continuum qui est tombé à zéro. Donc on voit que c'est un univers ionisé avec un grand nombre de nuages. La surprise, c'était qu'il y a énormément de nuages sur la ligne de visée, et d'autant plus qu'on s'éloigne en redshift. Alors de l'autre côté, lorsque c'est possible, on a des raies métalliques qui sont, par exemple, C4, N5, O6, MG2. Pourquoi elles sont très intéressantes? C'est parce qu'elles ont des doublés, et donc avec deux petites raies qui sont une distance caractéristique, on peut déterminer le redshift. Sinon, ce serait pratiquement impossible avec le nombre de raies qu'il y a aurait une confusion totale. Donc cette forêt est donc disparaît. C'est le fossé de Gunn-Peterson. Vous voyez que c'est très très près du quasar lorsqu'on est à peu près à Z égale 6, près de la réionisation. Et on retrouve ici l'énergie de Lyman alpha, Lyman bêta. Donc on a ici seulement Lyman alpha, et puis ensuite on a Lyman bêta plus un petit peu de Lyman alpha, et ainsi de suite, jusqu'au continuum où on a une absorption encore plus grande. Donc comme vous le voyez, ces absorbants sont un moyen de sonder le milieu intergalactique qui finalement, dans cette forêt, enfin disons cette toile d'araignée, le web cosmique, la toile d'araignée cosmique, toute la matière ordinaire, les baryons, sont dans cette forêt-là, puisque les galaxies ne contiennent même pas 20% de tous les baryons de l'univers. Donc on a plus que 80% des baryons qui sont là. Donc c'est intéressant d'avoir, par les quasars qui sont derrière, et par exemple un télescope comme le Hubble, pouvoir détecter toute cette toile cosmique. Il faut dire que la raie Lyman alpha est une raie permise qui est très très sensible. Donc on peut détecter des plans à 2 dimensions, jusqu'à 10 puissance 14 par centimètre carré, des filaments qui sont un peu plus denses, 10 puissance 15, ou même des nuages, 10 puissance 16. Pour donner une ordre de grandeur, quand on est sur une galaxie, au bout d'une galaxie, on a des colonnes densité de 10 puissance 21. Ce qui veut dire qu'ici, c'est vraiment des endroits vides un peu de l'univers. Donc ici, on peut encore plus détailler, remarquer qu'on a, si on appelle ça une forêt, on peut appeler ça une prairie, comme l'appelait Loeb et Barkana. C'est-à-dire qu'on n'a pas un fossé complet, on ne retombe pas à zéro. À chaque fois que vous traversez une petite zone ionisée, le milieu est bien transparent. Donc à ce redshift-là, puisque là, vous traversez l'univers, vous voyagez et les redshifts se décalent. Donc ici, vous avez cette transparence-là, et ainsi de suite. Donc vous pouvez voir un petit peu la géométrie et l'inhomogénéité de cette réionisation. Donc c'est très très inhomogène. Donc, quand on regarde deux absorbants dans deux directions différentes au même redshift,
on peut avoir un fossé complet, c'est-à-dire il n'y a absolument aucune galaxie qui rayonnise, ou alors carrément une prairie, donc aucun fossé complètement. Donc c'est vraiment très très inhomogène et ça dépend dans quelle direction vous regardez. Donc pour avoir une idée complète de la réalisation, à quel redshift elle se passe, il faut en avoir un grand nombre de lignes de visée. Donc en voici un exemple. Vous en avez par exemple de 5,7 en bleu. Là, on a mis les couleurs qui correspondent à ce redshift. Vous voyez que l'arrêt de Lyman alpha du quasar, ils sont tous des quasars, ils sont décalés vers la droite, donc vers le rouge. Et puis vous repartez ici pour aller jusqu'à 6,5. Et ce qu'on constate, c'est la grande disparité d'une ligne à l'autre. Vous pouvez avoir des prairies ou des fossés complets. Donc c'est cette statistique qu'on aimerait avoir dans toutes les directions pour être plus précis. Alors une raie qui va permettre aussi de bien appréhender la réalisation, c'est la raie du niveau fondamental d'hydrogène, la raie hyper fine, qu'on observe en radioastronomie à 21 cm de longueur d'onde. Mais cette raie, elle est presque interdite, puisque le coefficient d'Einstein est très très petit, donc elle n'est sensible qu'à des grandes colonnes densité. En général, en émission, on ne le voit que dans les galaxies, très peu dans les vides, dans les absorptions Lyman alpha. Par contre, ce qu'on veut voir ici, ce sont des grands volumes. Les boules jaunes que vous avez vues dans les animations, c'était des tailles qui font des mégaparsecs, c'est-à-dire des tailles intergalactiques. Alors on va essayer de faire un survey. Pour l'instant, on n'a toujours rien vu, donc on a fait des simulations. Ici, c'est une simulation pour préciser. Donc, vous avez le temps qui varie de gauche à droite avec le Big Bang ici, et vous avez un milieu donc au départ neutre, et puis ensuite qui s'ionise peu à peu. Alors ce que vous pouvez voir ici, c'est le redshift qui varie, et puis, étant donné que la longueur d'onde que vous voulez observer, c'est 21 cm, qui correspond à 1420 MHz, la fréquence décalée vers le rouge va être très basse, donc au lieu d'avoir 21 cm, vous aurez 2 mètres, qui correspond à peu près à ces fréquences-là, donc vous voyez 50 MHz au lieu de 1420 qui serait l'arrêt à z égale 0. Et donc, dans le premier période, si vous voulez, on appelle ça l'âge sombre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune galaxie encore qui est en train d'émettre des rayonnements. Ce qu'on va essayer de voir, c'est la température du gaz. Alors, cette température, on le sait, décroît beaucoup plus vite que la température du corps noir du fond cosmologique. La température du CMB, du fond cosmologique, elle décroît en 1 plus z, et celle du gaz en 1 plus z au carré. Donc il va être beaucoup plus froid que le fond, mais ça c'est une température cinétique, qui est l'agitation brownienne des atomes. Ce qu'on va mesurer en fait, c'est la température d'excitation, c'est-à-dire le rapport de population qu'il y a entre les deux niveaux F égale 1 et F égale 0 du niveau fondamental. Donc c'est savoir comment il est excité. Et en fait, parfois, il n'est pas assez excité, même si la température cinétique est assez forte. Ce qu'on voudrait, c'est thermaliser le niveau d'excitation. Alors au début, c'est le cas par les collisions, puisque l'univers est très dense, il n'est pas encore entré trop en expansion. À ce moment-là, par les collisions, vous thermalisez l'arrêt à 21 cm, donc vous avez la température d'excitation qui est égale à la température cinétique, donc très froide, et vous attendez une absorption devant le fond cosmologique. Et puis peu à peu, avec l'expansion, la densité n'est plus assez grande, donc vous remenez à une température d'excitation qui est égale au fond cosmologique, donc vous ne voyez rien du tout. Et puis dans la zone verte, vous avez ce qu'on appelle l'aube cosmique, qui est le moment où les galaxies commencent à s'éveiller et à envoyer des UV. Alors ces UV vont envoyer des raies Lyman alpha, l'hydrogène va monter au niveau électronique de Lyman alpha, et ensuite il va retomber dans le niveau fondamental, et ça va pomper en quelque sorte l'excitation du niveau 21 cm. Donc vous avez une façon de thermaliser la température d'excitation à la température cinétique, qui est toujours froide. Donc vous attendez encore une deuxième absorption devant le fond cosmologique, qui est encore plus profonde, puisque la température refroidit encore plus. Et puis, finalement, dans cette période où se forment beaucoup d'UV, beaucoup d'étoiles, vous allez réchauffer le gaz, qui lui va devenir plus chaud que le fond, et donc vous allez voir une émission cette fois. Et finalement, à la fin, eh bien, plus aucun signal. Pourquoi? Parce que le milieu est ionisé et il n'y a plus d'atomes d'hydrogène.
Donc ça va arriver à z égale 6. On pense que la réionisation est terminée. Donc vous voyez, cette courbe-là, c'est le signal que l'on attend, qui est en train d'être détecté avec les précurseurs de SKA. SKA, c'est le Square Kilometer Array, qui sera assez sensible pour faire une carte du ciel à ces longueurs d'onde de 2 mètres pour avoir la réionisation. Pour l'instant, les précurseurs n'ont pas été assez sensibles pour le détecter, mais ils sont confrontés au problème de cette détection. Alors, donc pour l'instant, on n'a rien détecté, mais on peut faire des simulations. Donc, par exemple, en voilà une, on en verra tout à l'heure avec le séminaire de Dominique Aubert. Et puis, donc ici, vous avez le redshift, donc le temps va d'ici à là. Le taux d'atomes d'hydrogène qui va à 1 au départ en rouge, et puis ensuite, vous voyez, les zones bleues sont progressivement ionisées. Donc, c'est tout à fait comme des bulles, en fait, très inhomogènes. La température qui correspond, et puis le taux de photoionisation. Donc, on a à peu près ce schéma. Et lorsque on essaie de calibrer, en fait, avec les données, alors les données, pour l'instant, elles ne sortent pas de la radioastronomie du 21 cm, mais elles sortent des quasars, comme on a déjà décrit. Et donc, on a des prévisions de l'épaisseur optique en Lyman alpha. Donc, lorsque on a un gaz neutre, c'est très épais, ici, à 6,5, et puis ensuite, ça devient très faible, puisque tout l'univers est ionisé. Donc, ce qui est prédit est en bleu, et ce qui est observé est en rouge, selon toutes les observations de quasars qu'on a pu faire à z égale 6. Ici, c'est en fonction de l'épaisseur optique que la probabilité cumulée, on voit que le rouge et le bleu correspondent, avec les barres d'erreur, correspondent à peu près. Donc, on a un petit peu une idée de ce que l'on va détecter plus tard en 21 cm, mais déjà, on a calibré l'époque et la durée de réionisation, et on a pu ainsi en déduire un taux de formation d'étoiles, puisque c'est les étoiles qui vont ioniser. Ici, on a justement le taux de photons ionisants qui est dû aux formations d'étoiles. Ici, on a la courbe que l'on connaît bien, la courbe de densité de formation d'étoiles de l'univers, qui a été donnée par Maddow et Dickinson. Et puis, en vert, vous avez la contribution des noyaux actifs, de quasars ou de Seyfert, ou de noyaux qui envoient beaucoup d'UV. Ils sont très puissants par rapport à la formation d'étoiles, mais ils ne sont pas très nombreux. Et on voit que leur contribution à z égale 6 et au-delà, qui est la période de réionisation, est pratiquement nulle. Donc on pense que les quasars ne vont pas contribuer vraiment à la réionisation, de même que les étoiles, les galaxies très massives. Mais dans le modèle qui est fait ici, on voit qu'on a cette contribution due aux petites galaxies qui émettent beaucoup d'étoiles. On a le degré d'ionisation ici qui, brutalement, entre 8 et 6, va passer de 0 à 1 et qui correspond à l'épaisseur optique de Planck qui a permis de calibrer la durée de la réionisation. Alors maintenant, on va regarder ce qu'on peut obtenir avec le James Webb qui a commencé à démarrer en juillet de cette année. On a regardé l'environnement du quasar, un certain nombre de quasars, peu importe, qui est à z égale 6,327, donc vraiment dans la période qui nous intéresse de réionisation. Et le James Webb a détecté un grand nombre, 117 émetteurs de la raie O3. O3, c'est dans le vert. Ce sont des petites galaxies qui sont très peu, qui ont très peu de métaux. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de refroidissant, donc l'oxygène est très ionisé. O3 est un traceur aussi de formation d'étoiles, mais aussi de faible métallicité. Vous voyez en bleu le spectre du quasar fait par X-Shooter avec le VLT. On voit que la raie Lyman alpha du quasar est très absorbée par l'hydrogène. On a pu reconstituer en rose le continuum du quasar avec sa raie Lyman alpha. Donc tout ça est absorbé par le milieu atomique neutre. Donc vous avez un fossé de Gunn-Peterson et puis une forêt de Lyman ici. Et puis ce qui est intéressant, c'est où sont tous ces les galaxies O3, les petites galaxies, sont des 3 surdensités qui sont observées à ces redshifts-là, une à la redshift du quasar, qui est 6,3 ici, et puis une en avant et une en arrière, et certaines coïncident avec des raies en absorption qui sont bleues ou roses selon le degré d'ionisation, ici et là.
Donc il y a 3 régions. En général, les galaxies sont un peu grégaires, elles sont en amas, en petits groupes. Il y a 3 régions de galaxies qui sont des candidats pour rayoniser l'univers. Alors vous voyez qu'on observe aussi les absorptions devant le quasar de galaxies qui sont à 200 kPa, c'est-à-dire très très loin. Pourquoi? Parce que la raie Lyman alpha est très très sensible, même aux queues de distribution des galaxies, pas seulement au disque de la galaxie. Ici, vous avez donc ces émetteurs O3 qui sont en fonction de la distance au quasar. Vous avez aussi le rayon d'action de ionisation du quasar qui va jusque-là. C'est-à-dire que vous voyez qu'ici, vous n'avez pas de milieu neutre. Vous avez un milieu qui laisse passer le continuum du quasar, donc qui est assez ionisé, qui est transparent en Lyman alpha. Et puis, à partir de là, le milieu va redevenir neutre et vous aurez un fossé de Gans-Peterson. Et vous avez un grand nombre de ces groupes de galaxies. Alors, les plus gros symboles rouges sont les plus forts, ceux qui ont une largeur équivalente de O3 plus forte. Il y a à peu près 24 galaxies, une surdensité près du quasar et une autre derrière qu'on n'a pas représentée ici. Donc il y en avait 3. Donc elles sont associées à des surdensités. Et on va essayer, avec cette observation du James Webb, de savoir quel est un peu le volume rayonisé autour de ces émetteurs O3, c'est-à-dire les petites galaxies. Alors ce qu'on voit, c'est que contrairement à ce qu'on a l'habitude dans les galaxies proches, où tout est ionisé, mais le bord de la galaxie est neutre, on commence à voir quelque chose qui est optiquement épais au début, puis ensuite, quand on s'éloigne, il devient transparent. Et là, c'est le contraire. Autour du quasar, tout est ionisé, donc c'est transparent, et ensuite, ça devient neutre, donc très optiquement épais. Alors, voici un petit peu les absorptions qu'il y a en fonction de la distance au quasar. Vous avez ici une rayonisation due à la petite galaxie O3, qui est ici. Alors ici, vous avez 2 échelles, une linéaire qui vous donne les faibles taux, et ici, lorsqu'on veut aussi balayer les forts taux, vous avez quelque chose de logarithmique, et on voit qu'il y a une rayonisation qui est due à la petite galaxie, de même ici, et on peut mesurer la taille de cette région, en fait, et elle est de 5 mégaparsecs commobiles, 5 commobiles mégaparsecs ici. Donc ça vous donne la puissance de rayonisation de ces petits galaxies qui peuvent être candidats à la rayonisation. Alors cette taille-là correspond bien finalement aux simulations qui ont été faites, les simulations Thézane à haute résolution. Haute résolution, ça veut dire que les particules les plus petites qui ont pu simuler ces 10 000 masses solaires pour la matière ordinaire. Vous voyez ici les observations, la taille caractéristique d'une bulle jaune, si vous voulez, d'une bulle ionisée autour d'une galaxie O3, et ici la même taille à peu près dans les simulations. Donc là, ça marche relativement bien. Ces O3 sont des petites flambées de formation d'étoiles qui sont très puissantes à grand redshift. Alors, si on fait un petit summary de tous les traceurs de cette rayonisation, qu'on essaie de cerner par plusieurs éléments. Ici, on a des quasars à grand Z, on a la simulation, on a aussi les galaxies un peu plus massives, qui sont des cassures de Lyman qu'on a décrites dans les exposés précédents. Il y a les émetteurs Lyman alpha, qui sont très petits. On avait dit qu'à Z égale 7, on ne les voit plus parce qu'ils sont noyés dans du gaz neutre qui absorbe tout. Par contre, si on est près d'un quasar, on va les voir. Là, ça va être encore un renseignement de plus. Il y a aussi ALMA qui permet de détecter des raies de CO et de C2 à ces redshifts-là, Z égale 6 ou 7, qui traversent en fait les absorbants, et aussi les lentilles gravitationnelles. Ici, vous avez une idée de la fonction de luminosité en UV des galaxies à Z égale 6. On est allé en plus sensible grâce à l'amplification gravitationnelle. Par contre, il y a quand même encore, sans le James Webb, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Alors ici, un exemple, lorsque on a un quasar qui rayonise tout autour de lui, vous voyez que si on a un Lyman alpha, une petite galaxie Lyman alpha dans son sillage, eh bien, la galaxie n'est pas entourée de gaz neutre. Pour avoir du gaz neutre, il faut aller plus loin, mais à ce moment-là, le redshift sera
telle que le gaz ne pourra plus absorber son rayonnement. Donc vous allez voir toutes les limanes alpha qui sont autour d'un quasar. Ça, on va pouvoir les voir. Ce qu'on ne voit pas, ce sont celles qui sont entre z égale 6 et 7, mais sans le voisinage d'un quasar. Il y a aussi un élément qui permettra dans le futur, lorsqu'on aura un radiotélescope sensible comme SKA, de regarder un quasar à z égale 6 et de voir l'absorption du 21 cm lui-même, qui est redshifté à 2 mètres. Mais vous avez ici, pour z égale 8 par exemple, une simulation qui vous montre qu'il sera possible d'observer pour un quasar donné une absorption à 21 cm. Alors j'ai parlé aussi de microquasars qui pourraient être un contributeur pour ioniser aussi le milieu environnant. Alors qu'est-ce que c'est le microquasar? Ce sont des binaires d'étoiles, des binaires X de haute masse. Alors on appelle ça high mass X-ray binary en anglais, mais c'est des fortes masses d'étoiles et qui sont en binaire. Il y en a une qui a explosé en supernova et qui est devenue un trou noir, et le compagnon fournit un petit peu de masse à partir de son enveloppe au trou noir donc cette masse va tourner autour du trou noir en disque d'accrétion, va être accrétée. Ça va être un petit peu comme un noyau actif de galaxie, mais alors vraiment micro, à l'échelle d'une étoile. Vous allez avoir des jets relativistes, vous allez avoir des rayons gamma, vous allez avoir des l'UV, donc extrêmement énergétiques, et puis des rayons cosmiques. Et tout ça va certainement avoir un effet assez prononcé, comme l'ont calculé par exemple Mirabel ou Torres. Ici, vous avez l'énergie émise par les rayons cosmiques, qui sont des protons ou des électrons, ici électrons et protons en marron ou vert, et qui seraient capables d'ajouter une grande partie d'énergie pour ioniser le gaz environnant. Alors justement, ces petites galaxies O3 que l'on a vues avec le James Webb, on en voit proches de nous des analogues qui sont plus faciles à observer et qu'on appelle les petits pois verts. Alors ça a été découvert, ce nom a été donné par des astronomes amateurs qui, dans le Sloan Survey, dans le Galaxy Zoo, essayaient de classifier les galaxies. Ils ont vu un grand nombre de galaxies qui ressemblent à des petits pois verts, qui sont des galaxies un peu naines, pas très massives, qui forment beaucoup d'étoiles, donc émettent la raie O3 qui est dans le vert, et qui ne sont pas classifiés, mais qui sont pas, ils ont l'air sans forme, puisque si vous les voyez normalement par la tranche, si c'est des disques, vous devriez voir quelque chose. On n'en voit jamais, donc c'est plutôt des naines qui sont plus sphériques, ou presque de forme sphérique. Et ces petits pois sont à z égale 0, donc on peut les détecter. Ce sont des analogues de ce qui se passe à grand redshift, si vous voulez. À grand redshift, on a besoin du James Webb, là, le Sloan, vous pouvez le regarder. Et ce dont on s'est aperçu, par exemple Orby et Garrett, en regardant le télescope X Chandra, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de rayons X qui étaient émis par ces galaxies qui sont dans le fond avec le HST. Et il semblerait que justement l'abondance de ces binaires X qui envoient ces rayons X sont 10 fois plus abondantes par unité de masse que dans des galaxies à plus forte métallicité. Alors ces galaxies naines sont à très faible métallicité, car la métallicité est proportionnelle à la masse des galaxies. Donc c'est vraiment l'équivalent de ce qui se passe au début de l'univers. Ce sont des petites galaxies, faible métallicité, et qui émettent beaucoup en O3. On le voit ici, la métallicité en fonction du taux de formation d'étoiles. On a ces petites galaxies vertes sont là, alors que là vous avez des galaxies spirales, irrégulières, et puis des analogues de Lyman Break ici, et puis d'autres qui ne forment pas d'étoiles. Alors, non seulement il faut émettre des UV, mais il faut aussi que ces UV sortent. Donc il y a une fonction d'échappement qu'on appelle escape, qui soit assez forte. Alors comment on peut se représenter pourquoi les rayons UV peuvent s'échapper? Alors il y a deux possibilités. Lorsqu'on a une grande formation d'étoiles au centre d'une galaxie avec du gaz, admettons qu'on ait une symétrie sphérique, soit vous avez assez de photons pour tout ioniser, et donc vous êtes limité par la densité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de densité de gaz, donc tous les UV vont sortir, donc là tout s'en va. Alors là c'est rare qu'on ait assez d'UV pour ioniser tout le gaz de la galaxie. Le cas le plus
le plus fréquent, c'est qu'on n'a pas assez de photons, donc on ionise à un certain degré, et puis à un moment donné, il y a un équilibre entre les recombinaisons et l'ionisation, et puis il reste une enveloppe de gaz neutre autour. Et c'est là que, si c'était complètement sphérique, rien ne va s'échapper. Par contre, il peut y avoir soit le gaz est poreux et les rayons UV sortent par des trous, ou soit vous avez aussi des flots, des jets de gaz qui sont dus aux supernovae, etc. Et donc, par ces flots, vous pouvez avoir une fonction d'échappement. Vous voyez que c'est très difficile à calculer puisqu'on ne connaît pas la géométrie du gaz, la porosité. C'est pourquoi, dans les simulations, on a un taux d'échappement qui est entre 3 et 80%, ce qui ne nous avance pas beaucoup. Donc, on aimerait savoir si c'est 10, 20 ou 30%. C'est ces fractions-là qui vont nous donner les réalisations de l'univers. Donc, ces petits poids verts nous aident beaucoup pour savoir quelle est leur fonction d'échappement. Alors, je parlais aussi d'ALMA pour essayer d'avoir plus de renseignements sur ces galaxies à grand redshift. Et en effet, vous avez une raie qui est un refroidissant du gaz, qui est la raie de C+, donc C2, et qui se retrouve à 158 microns de longueur d'onde. Lorsque vous la décalez à ces redshifts-là, vous avez quelque chose qui tombe à 1 mm de longueur d'onde. Donc c'est tout à fait dans les bandes de ALMA, qui est un radiointerféromètre au Chili, en millimétrique. Et donc vous voyez des galaxies où, en contour vert, vous avez l'émission de C2 et de la poussière, aussi contenu de la poussière. Et puis vous avez en optique quelque chose qui a l'air d'être complètement à côté. Et c'est un petit peu l'idée que l'on se fait, c'est-à-dire lorsque vous avez complètement du gaz et une grande colonne quantité de gaz, eh bien tout le reste est caché, l'optique est cachée et est obscurcie. Les UV ne sortent pas, ils sont absorbés par l'hydrogène, l'Iman alpha, etc. Et puis lorsque ça sort, eh bien, vous n'avez plus de gaz devant et vous ne voyez plus rien. Donc, on comprend pourquoi les C2 et le rayonnement optique et UV sont décorrélés. Alors évidemment, ça c'est possible de détecter pour des grosses galaxies. Pour les petites, c'est assez difficile. Récemment, il y a un survey de Joly et al. Qui ont observé 50, mais qui n'ont rien vu. Ils ont stacké, mais il y a toujours des limites inférieures. Voici quelques exemples pour la raie C+, qui quand même est détectée de façon intéressante pour un certain nombre de galaxies. Et puis récemment, Bouens et al. Ont essayé de détecter les galaxies du James Webb qu'ils avaient avec un redshift photométrique uniquement, et ils en ont quand même détecté avec 56% de taux de détection. Toutes les rouges ici, qui dans le redshift photométrique étaient justement dans la période qui nous intéresse, la période de réalisation, et on voit que ALMA permet de détecter un redshift spectro, donc sans même avoir besoin de faire des spectres avec le NIRSpec. Alors, on a aussi des émetteurs Lyman alpha, Z égale 6, comme je disais, et avec le James Webb, maintenant, ça commence à être possible. Il y en a au moins 5 ou 6 qui ont été détectés dans cette zone. Vous voyez qu'il n'y a pas très peu de continuum et une raie de Lyman alpha très caractéristique. Et c'est assez encourageant puisque le taux d'ionisation et le taux d'échappement que l'on en déduit est très favorable. Il suffirait d'avoir inférieur à 25%, et c'est le cas pour ioniser, en fait, si on extrapole à un grand nombre de ces galaxies, réioniser l'univers. Il y en a même à Z égale 8, avec H alpha et N2 qui ont été détectés. Ici, c'est plus difficile. Il y en a 102 qui ont été ramassés pour avoir un signal plus grand. Vous voyez que H alpha, H bêta ne sont pas détectés par la spectro, mais par les bandes de la distribution en énergie ici. Et la somme de ces 102 galaxies se retrouve là. Donc ici encore, on tombe sur un taux de ionisation très favorable, avec uniquement 10% suffirait pour rayoniser l'univers si on extrapole ces quelques observations-là à tout le volume. Alors, les O3 et H bêta sont aussi détectés avec le James Webb. Ici, il y en a 4 qui ont été détectés dans le champ profond qui a été très popularisé ici, de SMAC 0723. On se sert avec cet amas proche de l'antigravitationnel, donc d'avoir une amplification de derrière. Vous avez ces 4 galaxies dont on connaît le redshift. Et on peut voir, d'après les
le rapport des raies, qu'elles ont une raie très très excitée de néon 3. Et par rapport à ce qu'on connaît dans le rapport des raies ici à z égale 0, qui est le lieu bleu des galaxies proches, on voit que ces galaxies sont décalées. Et c'est exactement, ça correspond exactement aux prédictions du modèle FLAIRS, qui est une simulation théorique. Pourquoi elles sont décalées? Eh bien, c'est certainement parce qu'elles sont très faiblement métalliques. Et quand on n'a pas beaucoup de métaux, il n'y a pas de refroidissant, puisque les métaux sont de refroidissant. Donc il y a du gaz très chauffé et très excité. Et à ce moment-là, le néon 3 est beaucoup plus fort. C'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on pourrait dire il y a beaucoup de néons, donc il y a beaucoup de métaux, mais non, c'est simplement qu'il est très excité parce qu'il n'y a pas beaucoup de métaux et donc le rayonnement est très, très fort. Et on le voit bien avec la largeur équivalente de O3 et de H-bêta, sont des galaxies qui forment beaucoup d'étoiles. Et vous voyez ici un des spectres de James Webb, le NIRSPEC, qui montre des raies avec un très très bon rapport signal-sur-bruit. Donc vous voyez les raies de O3 et toutes les raies de Balmer, etc. Vous voyez que ce sont des spectres avec lesquels on peut vraiment faire énormément de physique. Et vous voyez que les prédictions de FLAIRS, toujours avec les raies très ionisées à cause de la faible métallicité, sont tout à fait reproduites. Et on se demande si, dans ce cas-là, on a la formation d'étoiles qui excite le gaz ou les AGN, les noyaux actifs. Eh bien, tous ces points-là sont dans le rapport de couleur qui est prédit par la formation d'étoiles. Donc, il n'y a pas de trou noir ou d'AGN qui excite ce gaz. Alors, on a aussi des informations très intéressantes dues aux lentilles gravitationnelles fortes, qui sont par exemple une galaxie qu'on appelle le Sunrise A, qui était déjà connue avec le Hubble, qui représente un grand arc. Et là, vous avez 3 images de la galaxie, 1, 2 et 3. Vous avez même une étoile qu'on voit très seule, qu'on avait déjà appelée Earendel, l'étoile du matin, de Tolkien. Et puis, les amplifications sont énormes. Cette étoile se retrouve sur une ligne critique où l'amplification peut être très très grande, elle va jusqu'à 300 et plus, et en moyenne peut-être 30. Et donc vous voyez ici que l'amplification de gravitation fonctionne à brillance de surface constante. Ce qui est amplifié, c'est la taille de l'objet, ce qui permet d'avoir une plus grande luminosité, mais c'est seulement la taille, ce qui vous donne beaucoup de résolution spatiale. Donc on a pu avoir une résolution de l'ordre de 1 à 20 parsecs pour ces petits amas d'étoiles. Donc ces amas d'étoiles, vous voyez ces petits points qui sont très compacts et qui forment énormément d'étoiles. On voit que le vert en H-alpha, etc. Donc on a pu remarquer, ici on peut les compter, on peut les retrouver dans chaque image. On a 3 images de chaque petite amas d'étoiles. Et ce sont des amas qui sont très très compacts, très chauds et qui peuvent justement contribuer, rien que les amas contribuent à 30% de tout le taux de formation d'étoiles de la galaxie. Vous voyez ici comment on les a décomptés. On a assez de résolution pour les compter un par un. Et lorsque vous regardez un petit peu cette image, alors vous voyez, il y a une ligne critique en rouge qui passe justement par cette étoile qui a été très amplifiée, mais aussi une jaune avec plus de détails parce que vous avez des perturbateurs devant qui font des perturbations. Et on voit que, par exemple, l'image de 1D se retrouve ici en 1B et 1A. Et vous voyez que les images sont inversées, c'est-à-dire que celle qui est à gauche va devenir à droite, puis à gauche, ainsi de suite. Donc tous ces repères nous donnent un bon modèle de la lentille gravitationnelle, nous permettent de reconstruire l'image de la galaxie avec toutes ces petites amas stellaires qui sont une très faible métallicité et qui sont sans doute des progéniteurs des amas globulaires qu'on voit dans notre galaxie, qui sont très vieux et avec une très faible métallicité. Et ici, on a une bonne idée du spectre de distribution d'énergie avec le HST, qui avait déjà vu en optique, et puis le James Webb en rouge. Enfin, on a aussi plus loin des galaxies qui sont confirmées par la spectroscopie, de Z égale 10 à 13. Ici, vous en voyez 4. Alors, vous voyez que c'est au centre des carrés, le petit point rouge ici, qui sont très très faibles, elles sont vraiment très très loin, et elles sont vraiment confirmées, et ça renforce toute l'idée qu'il y a beaucoup plus de galaxies à très grand redshift
que ce qu'on avait prévu initialement et qu'on n'avait pas vu avec le Hubble par manque de sensibilité et aussi de décalage vers le rouge. Et les masses de ces galaxies sont relativement petites, 10 puissance 8 masses solaires d'étoiles par rapport à la Voie lactée qui fait 4 10 puissance 10, vous voyez que c'est 100 fois moins, et leur âge est inférieur à 100 millions d'années. Lorsque on essaie pour ces 4 galaxies de regarder avec les barres d'erreur sur les couleurs, sur les spectres, etc., on voit un petit peu la distribution en masse, la distribution en taux de formation d'étoiles. Alors ça peut paraître petit, 1 ou 2 masses solaires par an, mais c'est quand même autant que la Voie lactée qui est 100 fois plus massive, c'est 10 fois plus que le petit nuage Magellan qui a à peu près la même masse. Donc c'est vraiment des formations, des flambées de formation d'étoiles pour des petites galaxies dans des régions très très compactes. Il y a aussi un grand amas qui est bien exploité, celui de 2744, où il y a énormément de magnifications, vous voyez, des magnifications qui peuvent aller de 2, 10 à 100, et qui sont représentées par ces champs-là de Hubble. Alors pour l'instant, il y a surtout des observations NIRCam, et il y aura bientôt, début 2023, 500 galaxies observées avec NIRSPEC, donc avec leur spectre. Pour l'instant, on voit que derrière un amas comme cela, on peut faire tous les redshifts, en fait, selon leur amplification. Ici, il y a des galaxies à Z égale 12, 16, 20, 6, 8, 5, 6, etc., etc. Hein, je passe. Et en fait, on peut regarder aussi les galaxies de l'amas. Cet amas est à Z égale 0,3, en gros. Et donc, vous pourrez avoir les effets de l'amas à Z égale 0,3, puis l'univers intermédiaire, et puis en fait, la réionisation, ce qui nous intéresse ici. Donc ça, c'est un très, très grand programme qui est relativement prometteur. Alors je m'attarde à celle-ci qui est vraiment unique. C'est aussi un autre amas. Donc vous voyez la zone critique, donc qui amplifie à l'intérieur de cette zone critique, et même cette zone, enfin la ligne critique, c'est l'amplification infinie, si on veut. Mais il y a ici une source qui est assez loin, donc mais on a quand même une amplification de 2,26. Qui est un petit peu agrandi ici, et où le spectre de James Webb, NIRSPEC, a identifié des raies très intéressantes, et notamment la raie de l'hélium ionisé, ce qui est assez rare. Pourquoi? Parce que pour ioniser l'hélium, il faut avoir une température d'étoile gigantesque. Ici, la raie de l'hélium est ici. Ici, vous avez la raie d'O3, H-bêta, etc. Et cette raie, c'est la raie la plus lointaine que l'on connaisse de cet élément. He2, ça veut dire hélium ionisé une fois. Il a une raie à 1640 angstroms. Et cette galaxie-là est très bleue. Hein, la pente bleue qu'on avait définie la dernière fois, c'était la bande entre le Lyman et le Balmer ici. Lorsqu'elle est très pentue négative, ça veut dire que la galaxie est bleue, puisque le bleu est ici, et qu'elle n'est pas du tout obscurcie par de la poussière ou mangée par de l'hydrogène. Donc vous avez, en fonction de cette pente bêta ici, vous avez le taux d'échappement qui est prédit par les modèles, et ici vous avez un taux d'échappement qui est supérieur à 10% pour le rayonnement UV qui va rayoniser l'univers. Donc encore une fois, c'est un candidat pour la rayonisation, et surtout ce qui nous montre là avec cette raie de l'hélium, c'est que peut-être on a une traceur de ces fameuses grosses étoiles qui, cette population qui sont très très grosses parce qu'il n'y a pas de métaux du tout pour refroidir et qui ont une température de 100 000 degrés. Pour vous donner la comparaison avec le Soleil qui a 5 000 degrés, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus chaud et qui n'arrive que pour ces étoiles-là. Et c'est grâce à cela qu'on peut ioniser l'hydrogène qui a un taux d'ionisation de 24 électronvolts, beaucoup plus que l'hydrogène. Donc à ce moment-là, en général, on a mangé tous les photons pour ioniser l'hydrogène, il n'en reste plus pour l'hélium. Donc ici, on a cette galaxie qui se retrouve dans les rapports de raies, hein, hélium par rapport à C4, C3, elle se retrouve dans la zone rose ici, qui correspond au échappement des photons ionisants. Alors pour ces populations 3, justement, on va essayer de simuler, il y a beaucoup, enfin on ne les a pas vues ces populations 3, essayer de simuler la formation de ces étoiles. Alors ici, c'est
une belle animation faite par Bate il y a un certain temps pour montrer la difficulté de simuler la formation de ces étoiles. Ici, vous avez un cas où il n'y a pas de feedback, c'est-à-dire vous ne prenez pas en compte l'évolution des étoiles qui envoient des vents, des supernovae qui explosent et qui envoient beaucoup d'énergie. Donc ici, vous avez du feedback, donc du gaz plus chaud, et vous voyez que c'est complètement différent. Ici, vous avez beaucoup de fragmentation. Pour fragmenter, il faut que le gaz soit froid et rayonne beaucoup, il ne soit pas réchauffé par le feedback. Donc vous avez beaucoup de fragmentation et beaucoup de galaxies, de petites étoiles, les petits points blancs qu'on remet en puits parce qu'on n'a plus assez de résolution pour former l'étoile, mais ce sont des puits, en fait, des sinks. Et donc vous avez énormément de petites étoiles, alors que là, pas du tout. Et c'est plutôt celui-ci qui correspond aux observations avec un IMF. IMF veut dire Initial Mass Function, c'est-à-dire la distribution en masse des étoiles qui se forment dans un amas d'étoiles comme celui-là. Et c'est le feedback qui est totalement nécessaire. Alors vous voyez que c'est difficile puisque on ne peut pas savoir quelle est l'intensité du feedback, l'efficacité du feedback, et c'est là qu'on a beaucoup d'incertitudes. Alors c'est quand même assez intéressant d'essayer de faire beaucoup de modèles. Donc Bate, qui avait fait déjà des modèles avec métallicité variable, il en fait avec des redshifts variables. Donc on sait que les étoiles formées vont être beaucoup plus grosses, plus massives à faible métallicité, puisqu'on a beaucoup moins de refroidissant s'il n'y a pas de métaux, et donc on arrive à moins fragmenter. Par contre, ce qui est aussi logique à voir, c'est que si on va à grand redshift, mettons z égale 5, à ce moment-là, le gaz ne peut pas se refroidir autant qu'à z égale 0. À z égale 0, on a un fond cosmologique qui fait 3 degrés. À z égale 5, il fait déjà 3 fois 1 plus z, donc ça fait déjà 18 K. On ne pourra pas refroidir le gaz plus froid que cela. Et plus loin, à z égale 6, ce sera encore plus loin, donc on aura du gaz plus chaud. Alors vous voyez ici que le fond, ici c'est le champ interstellaire moyen que voient les galaxies, ou le gaz en train de former des étoiles. Ici, vous avez en noir, à z égale 0, le fond cosmologique, qui est à 3 degrés K. Et puis, à z égale 5, vous l'avez en rouge. Alors, non seulement il se décale, le pic se décale un petit peu plus chaud, puisqu'il va être à 18 degrés, mais aussi, le corps noir à 18 degrés émet beaucoup plus d'énergie, donc il chauffe beaucoup plus. Donc ici, vous avez ensuite l'étoile et le fond ordinaire, infrarouge et visible, mais vous voyez que le spectre de masse ne sera pas du tout pareil, non seulement à cause de la métallicité, mais aussi à cause du redshift. Alors pour former les premières étoiles, voici un petit peu les étapes. Il faut évidemment qu'un nuage de gaz ait la masse de Jeans pour s'effondrer, et puis c'est là le critique, en combien de morceaux va-t-il se fragmenter, et ça dépend du chauffage, et donc de la métallicité, etc. Et puis ensuite, formation d'une proto-étoile, et puis d'une étoile qui ensuite va accréter beaucoup de gaz. La grosse différence aussi entre z égale 0 et les grands redshifts, c'est le taux d'accrétion de gaz. Il y a beaucoup plus de gaz à grand redshift, et l'expansion n'étant pas encore là pour diluer le gaz, il y a beaucoup plus d'accrétion. Ici, on pense que le taux d'accrétion serait plutôt de 10-2 masses solaires par an, au lieu de 10-6 masses solaires par an à z égale 0. Donc c'est vraiment une très forte différence, en plus d'une faible opacité, puisqu'il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de métaux. Et donc ceci va pouvoir former des masses de 100 à 1000 masses solaires, alors que dans la galaxie, aujourd'hui, on ne forme que 1 à 10, pas plus. Alors on appelle les premières populations 3-1, c'est vraiment celles qui commencent sans métaux du tout. Et puis la deuxième génération, c'est-à-dire quelques millions d'années après seulement, population 3-2, parce qu'elles sont encore un petit peu perturbées par la première génération, qui a peut-être envoyé quand même quelques métaux dans le nuage moléculaire. Donc ici, on a un nuage ionisé, où les métaux sont répartis, du nuage neutre en jaune. Et il suffit d'un tout petit peu de métaux, même 10-5 solaires, pour qu'on passe à la transition où le gaz va refroidir et va pouvoir se fragmenter. Et puis en plus, avec du feedback, on n'aura pas d'étoiles aussi massives. Donc c'est ça la grande différence entre les populations à z égale 0 et z égale
6 ou plus. Alors les simulations à 3 dimensions ont été faites il y a longtemps déjà par Abel et al. On en fait de meilleures aujourd'hui. Je vais en montrer un petit peu l'évolution. Mais déjà à l'époque, c'était vraiment assez remarquable puisqu'il y a une dynamique d'échelle entre le nuage moléculaire qui a une densité assez faible par centimètre cube ici, et puis la densité à laquelle vous allez avoir accès lorsque le gaz se sera condensé au centre. Donc il faut avoir des zooms différents. Il y a 10 ordres de grandeur en échelle, et puis en densité, il y a 17 ordres de grandeur. Vous voyez ici d'ailleurs une petite idée du temps que cela prend à partir de z égale 19 pour passer de cette densité-là à celle-ci. Il faut 9 millions d'années, puis ensuite à celle-ci, il faut 3000 ans, et pour passer de là, 200 ans. Et ensuite, la densité est tellement forte que la simulation est obligée de s'arrêter. Donc vous avez les différentes zooms en échelle, donc 6 kg par sec, et puis un facteur 10 à chaque fois, jusqu'à des tailles qui sont de 120 AU, c'est-à-dire de l'ordre du système solaire, où l'étoile au milieu va pouvoir se former. Dans cette simulation-là, il ne formait qu'une seule étoile, ce qui est sans doute dû à la limitation. Vous voyez un petit peu l'animation faite avec des zooms successifs, donc une dynamique de 10 puissance 10 ordre de grandeur. Et ici, la couleur, évidemment, est ajustée, comme vous le voyez ici, pour tenir compte de ces 17 ordres de grandeur d'évolution. Mais il n'y en avait qu'une au milieu, sans doute dû à ces zooms successifs qui étaient trop réducteurs. Aujourd'hui, les simulations, par exemple, de Sousa 2019, montrent qu'à partir d'un nuage de gaz, vous allez pouvoir former, et surtout prenant en compte le moment angulaire qui fait que vous avez des spirales dans le disque le disque circumstellaire ici, il se forme encore des points de puits, si vous voulez, des sinks. Quand on repère ici par des points, on ne va pas au-delà, vu que la densité serait beaucoup trop pénalisante pour le temps de calcul. Donc ici, vous avez, à chaque fois qu'il y a des points ici, vous avez une étoile. Donc en fait, on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas qu'une, mais un certain nombre, qui étaient même hiérarchiques, c'est-à-dire vous avez des binaires, puis ensuite des binaires de binaires, dû à la fragmentation qui est un petit peu self-similaire. Et le nombre de fragments croît comme le temps, pas tout à fait linéaire, mais une certaine fraction du temps. Et donc ici, à 1000 ans, vous en avez un grand nombre. Donc des populations 3 qui naissent de façon multiple. Il y a même une simulation récente de Park et collaborateurs qui vous donne cette grande multiplicité, en plus avec le feedback. Ici, vous avez 2 échelles de couleurs, une bleue et orange, qui vous donne la densité donc, de cette binaire, et puis le gaz ionisé qui est échappé, qui a cette autre température de couleur, enfin, qui donne la température du vent. Ce n'est pas du tout la densité, donc il ne faut pas confondre, mais ça donne une petite idée de cette formation hiérarchique en plusieurs morceaux. Ici, vous avez quelques étapes temporelles de cette évolution, de face et de profil, avec les flots bipolaires et la température. Et puis, chaque point ici est une étoile qui va se former. Donc, on en a un grand nombre. Alors, quelle est la grosse différence entre cette formation d'étoiles POP3 et POP1? POP1, c'est une étoile qui se forme dans la Voie lactée aujourd'hui, dans le disque de la Voie lactée. Par exemple, une luminosité solaire, le Soleil avec une température de 5000 degrés. Il y a pas mal de grains de poussière, donc à chaque fois qu'il y a un vent, il y a une pression de radiation qui va rencontrer des grains de poussière et qui vont faire échapper le gaz, donc on aura un taux d'accrétion qui sera bien moindre, par exemple 10-5 masses solaires par an. Et puis ici, vous avez 100 000 degrés, une luminosité 1 million de fois plus forte, et puis un taux d'accrétion qui est bien plus grand, sans poussière, et on peut arriver à des étoiles de 100 à 1000 masses solaires selon le feedback que l'on met, alors qu'ici, on arrive difficilement à 10 masses solaires. Donc c'est vraiment 2 catégories d'étoiles qui sont vraiment très différentes. Qu'est-ce qui refroidit ce gaz s'il n'y a pas de métaux pour le refroidir? Ça a été une bonne question qui a été résolue en partie. Le refroidissement se fait grâce à la molécule H2. Alors cette molécule H2 à Z égale 0, elle se forme
par catalyse sur les grains de poussière. S'il n'y a pas de grains de poussière, eh bien, on compte sur les collisions à 3 corps qui sont plus favorables à grand redshift puisque la densité est plus grande. Donc ils s'en forment, dans les simulations ils s'en forment en tout cas, et ça permet de refroidir, alors pas énormément puisque H2 est une molécule symétrique, il n'y a que des rayonnements quadrupolaires et le plus bas niveau est à 500 degrés, donc on peut refroidir jusqu'à 200 ou 100 degrés au maximum. Et puis ensuite, il y a la molécule deutéré-HD qui, elle, n'est pas symétrique et qui permet de descendre encore plus jusqu'à 20 ou 30 K. Donc tout ceci a été donc simulé. On a une petite idée du feedback ici par les régions H2 qui sont en bleu et qui sont finalement optiquement épaisses au rayonnement qui pourrait y rayoniser les nuages moléculaires dans lequel il va y avoir une grande densité et vont se former ces étoiles que vous voyez en vert ici. Donc on a un petit peu compris quels étaient les problèmes. Et puis, il y a quand même un grand espoir, c'est que si on peut le regarder avec le James Webb, le modèle cosmologique pourrait être testé, puisqu'on s'attend, dans le cas de matière noire très froide, à voir des tas de petites structures des Z égale 20, alors qu'avec une masse noire qui est faite de particules tièdes, toutes les petites structures sont nettoyées. Et donc, à Z égale 20, on n'aura pas du tout la même structure. On aura une formation d'étoiles en POP3 qui sera beaucoup plus lente. Et ça, peut-être, on va pouvoir le voir. Alors, on sait que ces étoiles se forment dans des structures qui deviennent instables par Hodgins avec une masse qui n'est que 10 puissance 5 masse solaire. Donc, ce n'est pas une galaxie, ce qu'on appelle des mini-halos qui ensuite fusionneront pour donner une galaxie. Donc on espère que peut-être on pourrait détecter ce genre d'objets et pouvoir éventuellement essayer de contraindre ces modèles cosmologiques. Et donc cette masse maximum dans ces simulations a toujours été limitée à cause du feedback assez. Alors il y a aussi une question, est-ce qu'on pourrait observer des analogues récents de POP3 ? Quand est-ce que se terminent ces POP3 ? On n'en a jamais détecté à Z égale 0. Peut-être qu'après Z égale 5, tout s'arrête parce que l'enrichissement en métaux est trop grand dans tout l'univers. Ce n'est pas sûr parce qu'en fait, on connaît mal à quelle vitesse les métaux se répartissent et se mélangent à tout le gaz dans le web cosmique, dans la toile cosmique. Donc certains ont fait des simulations. Ici, vous pouvez voir le taux de formation d'étoiles là en fonction de Z. Ici, c'est toujours ce qui est connu à plus bas redshift, qui a un pic à Z égale 2, les étoiles ordinaires. Et puis ici, on a des POP3 qui contribuent à cette courbe en bleu pointillé. Et puis, il est possible que ces étoiles POP3, la contribution, là, c'est celle des différents auteurs qui sont indiqués ici, ne s'arrête pas exactement à Z égale 5, mais continue un tout petit peu. Évidemment, c'est très rare. On pourrait peut-être en voir dans les galaxies proches, mais avec très... Alors, ce qui a été remarqué dans les simulations, c'est que les petites galaxies très faible métallicité ne sont pas celles qui contribuent le plus au POP3, paradoxalement, parce qu'il y a beaucoup de feedback et le puits de potentiel n'est pas assez grand, donc tout le gaz s'en va. Par contre, les plus massives, il se pourrait qu'il y ait des poches de faible métallicité, et ce sont plutôt les plus massives qui contribuent à 90% à cette taux de formation en POP3. Alors, est-ce qu'on ne connaît pas non plus quelle est la distribution en masse lorsqu'il y a un amas de galaxies d'étoiles qui se forment au début de l'univers, un amas d'étoiles très massives? Est-ce qu'il y a aussi des petites étoiles qui pourraient durer jusqu'à aujourd'hui? Ça, on a essayé de le chercher dans la Voie lactée. S'il y avait des étoiles de masse stellaire, enfin solaire, qui se produisent, elles pourraient avoir une durée de vie qui les maintiendrait jusqu'à aujourd'hui. Elles auraient une métallicité très 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 faible. Alors certains ont cherché, il y a dénomination, vous voyez, extremely metal poor, donc très faiblement, extrêmement, ultra faible ou bien hyper faible. Eh bien, en effet, d'après un des papiers récents de cette recherche des premières étoiles de l'univers qui se retrouvent dans le halo de la galaxie, on en a trouvé. Alors ici, c'est l'abondance du carbone et l'abondance du fer. Certaines ont une abondance ici détectée à -5, donc on est dans les ultras, et qui n'ont pas vraiment une grande abondance au carbone non plus, donc ils sont ici.
Et il est possible que ce sont des étoiles de Pop 3, mais de très faible masse, qui subsistent depuis le début de l'univers. Donc ça, ce serait très intéressant. Donc je vais en finir ici pour résumer un petit peu ce que l'on a appris sur la réionisation et sur les galaxies qui pourraient réioniser l'univers. D'abord, on a vu que dans les quasars qu'on détecte de plus en plus, on peut contrôler le milieu intergalactique, s'il est ionisé ou pas. On a vu que c'était entre Z égale 6 et 7, qu'on avait 7, 8, qu'on a le plus de réionisation. Avec le James Webb, maintenant, on commence à détecter les petites galaxies, les petits pois verts qui sont vraiment en train de former beaucoup d'étoiles et de réioniser l'univers, avec un taux d'échappement de 10%, et peut-être des rayons X. Et enfin, ces fameuses étoiles de Pop 3, qui ont été simulées mais qu'on n'a jamais vues. Donc il y a un grand espoir qu'on puisse détecter des systèmes comme ceci avec le James Webb, et peut-être même de voir les vestiges qu'il y a dans le halo de notre propre galaxie. Donc je vous remercie.